On ne voulait pas finir cette matinée sans vous évoquer l'inventivité, la créativité, l'intelligence dont ont su faire preuve beaucoup de personnes et de groupes. Évidemment, il y a eu des souffrances, on en a beaucoup parlé. Il y a eu des difficultés, il y a eu des insuffisances, et il y a aussi eu de l'inventivité, de la créativité, évidemment chez les scientifiques, Armelle vient de le rappeler, chez les professionnels, chez les familles, chez les personnes elles-mêmes. Donc on voulait que cette dernière table ronde, qui s'intitule « Apprendre de la crise pour repenser l'accompagnement et pérenniser les acquis », qu'elle soit l'occasion de commencer à évoquer ces choses qui ont été rendues possible par la créativité de tout le monde. Je vous invite aussi, parce que vous êtes venus nous le dire au moment des pauses, nous évoquer un certain nombre d'initiatives. Il y a des ateliers cet après-midi. N'hésitez pas à parler de ces choses que vous avez vous-même mises en œuvre localement et les faire connaître. Il y aura une trace de ces ateliers. C'est un moment aussi de faire connaître, de faire savoir ce que vous avez pu faire partout. Pierre, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je me présente bien sûr, Pierre Bonhomme, je suis psychiatre. Je travaille dans le centre neuropsychogériatrique de l'hôpital maintenant des Sources à Nice. Et je suis également membre de l'espace éthique azuréen, dont dirige le professeur Bernardin, que vous avez sans doute entendu ou croisé dans ces journées. Alors je voudrais d'abord bien sûr remercier les organisateurs, Emmanuel Dirch et Fabrice Gilles, de nous avoir permis toutes ces rencontres, et dont cette table ronde qui va chercher à être le plus possible dynamique et spontanée sur une question. Donc l'intitulé de la table ronde, je vous la rappelle, il est assez long, donc on peut prendre un petit peu de temps pour savoir ce qu'on y met dedans. Apprendre de la crise pour repenser l'accompagnement et pérenniser les acquis. Donc c'est un thème qui effectivement m'a paru intéressant dans ce que la crise Covid peut être un bon exemple de ce qui est un traumatisme majeur, tant sur le plan individuel, mais également sur le plan social, et un traumatisme qui va avoir, comme beaucoup de traumatismes, un volet, bien sûr, au premier plan négatif, ce séisme qui sème la terreur, entraîne des régressions, des désarrois, et on a parlé largement de la mort à la clé, ou qui hante les esprits dans une réaction de peur collective. Donc tous ces aspects, je dirais, négatifs, qui peuvent des fois se perpétuer chez les traumatisés graves que nous suivons en psychiatrie, il y a des fois des régressions, des dépressions qui durent souvent très longtemps et qui sont difficiles à prendre en charge et qui sont invalidantes, pour ceux qui ont survécu, bien sûr. Et de par mon tempérament, il me paraît important de souligner l'autre volet, l'autre versant de ces situations, de ces réactions au traumatisme, qui sont au-delà même des réactions de survie, au-delà même des réactions d'autoconservation immédiate, qui sont des réactions positives de réaménagement, qui permettent à certaines personnes ou à certains groupes d'évoluer, de se remettre en question, de faire preuve d'imagination, de créativité et de se dépasser pour arriver peut-être à une redéfinition de soi, de son rôle en société, et également aménager ce qui est peut-être ce long chemin vers une forme de résilience, et pourquoi pas dégager des perspectives d'avenir. C'est un peu dans ce cheminement-là qu'on va peut-être discuter ensemble. Le mot crise, je vais trouver ça sur Internet, il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes dedans, est en chinois. Décidément, ils sont partout. Mais on nous propose deux types d'idéogrammes pour le concept de crise, qui est celui de peur, de menace pour l'intégrité de la personne, de danger,
Et puis également, l'autre versant, un volet d'opportunité. D'opportunité de se dire, durant cette crise, il y a peut-être des occasions pour évoluer, pour changer, pour mieux comprendre ce qui s'est passé et dorénavant tirer parti de cette expérience pour être plus réactif, plus fort lors de l'épisode suivant. Sans doute inévitable, par exemple, si on en parle en termes de pandémie. Voilà un petit peu ce que je voulais, les grandes lignes brossées de ce thème, et donner tout de suite la parole au cours déjà un premier tour de table concernant nos différents intervenants qui vont interagir pour faire part de leurs expériences spécifiques à chacun, puisque vous allez voir chacun un terrain un peu privilégié d'expérience en tant que soignant globalement. Et donc je donne d'abord la parole à Jean-Robert Harlet, qui est professeur d'université, patron d'un service de médecine interne. Le terme de patron est un vieux terme, enfin il me plaît, qui prend des responsabilités en termes de soignants et qui constate en tant que clinicien les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, puisque cette jauge hospitalière a beaucoup résumé de ce qu'était la gravité d'une maladie pourtant beaucoup plus polymorphe, mais c'est vrai que l'hôpital, la saturation de l'hôpital, le tri, vous voyez ces questions qui sont revenues durant la dernière session, nous ont beaucoup accaparé, peut-être trop même d'ailleurs, et je crois qu'il est important de faire la part des choses entre ce que ça a pu apporter aussi, dynamiser les équipes, on a applaudi les soignants au balcon dès les premiers jours, il y a donc une espèce de reconnaissance qu'on n'a pas toujours du public par rapport aux soignants et qui là s'est manifesté. Alors je passe la parole à Jean-Robert Harlet et je précise à ce sujet-là que les premières interventions devraient, si possible, vous en êtes tous témoins, je l'aurais dit, se limiter à peu près à 5 minutes pour laisser la place au débat. Merci. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et tous et un grand merci aux organisateurs de ces journées que j'ai depuis hier trouvées passionnantes. Il est certain que beaucoup des éléments qui me venaient à l'esprit ont déjà été abordés ou en tout cas effleurés. Il y en a certaines choses que je ne vais pas redire, mais je vais prendre un point de vue un peu particulier, celui d'un soignant qui s'est occupé d'une unité dite Covid de plus de 70 lits et pendant plus d'1 an, puisque nous avons essuyé 4 vagues. Et je croyais m'en être sorti correctement il y a 15 jours en fermant les lits Covid. Et voilà que je suis obligé de venir vous en parler aujourd'hui. Alors, je crois quand même que c'est intéressant d'en parler, évidemment, ne serait-ce que pour, sur le plan éthique, comprendre que faire de l'éthique dans l'urgence, plusieurs d'entre vous en ont parlé, mais c'est compliqué. Et manifestement, il nous faut faire de la révision émotionnelle pour arriver à tirer une argumentation qui soit admise par les différents acteurs qui se sont succédés, qui se sont heurtés les uns les autres. Et je pense qu'une partie de ce que nous avons appris, c'est qu'effectivement, on a un travail de mémoire à faire à l'heure actuelle et manifestement, vous l'avez entamé. Que s'est-il passé durant ces longs mois ? Bien, on a appris effectivement certaines choses et je pense qu'il y en a certaines qui vont laisser des traces et c'est là-dessus que je voulais insister pour finir. La première d'entre elles, c'est que pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des centres hospitaliers, c'est que la toute-puissance de l'administration s'est retrouvée brutalement, totalement effondrée. Et les directions administratives sont venues écouter enfin ce que les médecins disaient, ce que les soignants disaient, ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire. Et on a vu, et je parle de la première vague, on a vu brutalement, en somme, des administrations se mettre enfin au service des soins, au service des malades, parce que l'urgence était là.
Ça peut exister donc, et ça va laisser des traces. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de revenir au statu quo ante. Hein. Il y a quand même une propension de chacun à revenir sur les traces antérieures. Mais je pense que c'est utile. Autre élément sur lequel je voulais insister, c'est que, et plusieurs d'entre vous l'ont dit hier, l'éthique n'a pas été convoquée durant la crise, sans doute à la hauteur des enjeux. Vous en avez cité plusieurs, le tri des patients, l'interruption des activités non Covid, que ce soit dans le domaine médical auquel je participe, ou chirurgical, puisque l'ensemble des personnels qui travaillent dans les blocs opératoires se sont retrouvés convoqués dans des unités de soins d'urgence et de réanimation, et donc on a dû interrompre. C'est-à-dire que les pertes de chance dont nous parlons ont existé, elles continuent d'exister. On est en train de les assumer à l'heure actuelle, et ça c'est peut-être un aspect moins positif de la situation. Alors revenons à du positif. Il faut que je regarde mes notes parce que du positif, j'en ai sorti. Puis effectivement, on apprend de nos erreurs, on est tous d'accord. À mes étudiants, je leur explique bien qu'avant de faire correctement de la médecine, il faut qu'ils se trompent, qu'un enfant se casse la figure avant d'apprendre à marcher, etc. Alors, j'ai appris aussi que les médecins n'ont pas besoin des administrations pour se disputer. Ça, on le savait un petit peu, mais ça a pu être mis en exergue. Je parle de mon entourage, mais je pense que ça très certainement, ça existe. Et ça ne veut pas dire que se disputer ne conduit pas à des améliorations. Par exemple, Perrine Malzac en faisait état tout à l'heure, une réunion durant la première vague d'entre réanimateurs et soignants non réanimateurs a permis d'aplanir une situation qui était en train de devenir très critique, qui était l'abord des réanimateurs pour que des patients puissent passer aux urgences. Et ça, c'est en crise, voilà des choses qui sont restées, qui resteront et qui sont utiles. Je ne parle pas d'autres soucis que l'on peut avoir avec d'autres services. Ça passera sous silence. Je vais devoir aller vite. J'avais compris de l'ambiance que, en somme, tout le monde était expert. Effectivement, magnifique. C'était magnifique. Mon directeur devenait un immunologiste distingué, un épidémiologiste sortait du chapeau tous les soirs. On allumait la télé, vous et moi, vous avez bien vu comment les choses étaient. Et je me posais une question sur ce que personnellement j'avais pu retenir de l'ensemble de la crise. Je disais à Pierre tout à l'heure, pour finir, je suis devenu un expert d'incertitude. Parce qu'il est tout à fait certain que de toute cette histoire, ne me demandez pas ce qu'il va advenir de la suite, j'en sais rien. Je me suis trompé 3 fois en disant ça y est, c'est fini. J'ai téléphoné à mes enfants, venez à la maison, on va faire et puis ça n'a pas marché. Et donc j'espère que c'est vrai, mais vraiment je reste incertain. Donc si vous voulez, on reprendra peut-être, il y a différentes déjà pistes à discussion, mais je crois qu'on la réserve après avoir fait ce tour de table qui vous présente un petit peu les différents intervenants. Alors ensuite, j'avais pensé à une soignante, Florence Brault, qui est aide-soignante dans un service quel type de service déjà service de soins gériatriques Alors c'est une unité d'hébergement renforcé qui est située au sein d'un établissement public de santé mentale. Voilà. Vous le savez maintenant, et donc ce qui nous importe, c'est avant tout son expérience en tant qu'aidante, en tant que soignante, puisque les deux se rejoignent pour parler de cette expérience au cœur même, dans l'intimité même d'une institution, de ce qui a pu se dérouler pendant ces nombreux et longs mois. J'ai juste une question technique. On avait bien 2 points à dérouler, donc là c'est le premier point.
Vous voyez l'esprit de méthode, là, il est important. Hein, vous voyez. Brigitte, notez que... Non, mais c'est aborder la question, une question, et viendra en dialectique la seconde. Parfait. Donc, pour ceux qui sont un petit peu âgés comme moi, et encore moi, je ne le suis pas tant que ça, par rapport à certains ici, je ne sais pas si vous vous rappelez de... Je suis désolée, je ne le ferai plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la très belle époque où il y avait encore le... Je dis pas trop, hein, les miens, ils ont... quand il y avait encore l'URSS, tout ça, il y avait, on faisait beaucoup de blagues sur l'URSS et la Pologne, parce que c'était vraiment le pays qui ne faisait pas rêver. Et il y avait une blague où c'était genre un colloque d'ingénieurs ou de médecins ou d'épidémiologistes ou je sais pas quoi qui allait en Pologne et l'organisateur lui disait « Si vous avez besoin de quelque chose, surtout dites-le nous et on vous expliquera comment vous en passez. » Et bien, en fait, nous, on s'est retrouvés en Pologne. C'est-à-dire qu'on on avait besoin de plein de trucs et on nous a dit « Non, mais attendez, on va faire autrement. On va vous expliquer qu'en fin de compte, vous n'en avez pas tant besoin que ça et ça va très bien se passer. » Sauf qu'au final, la Pologne, ça ne fait pas rêver. J'ai rien contre les Polonais, je vous rassure. Donc, en fait, ce qu'on a dû apprendre de cette crise, donc ça, c'est mon premier point que je développe maintenant, on est d'accord, c'est qu'on devait faire plus avec moins. C'est même pas qu'on pouvait, c'est que de toute façon, il fallait le faire. Et en fait, faire plus, c'était avant tout, parce que nous, c'est un service, donc une unité d'hébergement renforcée, donc c'est des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou des démences apparentées, mais bon, comme on est en Bretagne, on a aussi un fort taux de personnes qui ont le syndrome de Korsakoff, hein, parce que bon, la Bretagne, on assume. Ceux qui m'ont vu hier soir au restaurant ont bien vu que j'étais bretonne. Voilà. Et donc, en fait, il y avait tout ça, en fait, en même temps. Nous, on a 14 patients. Donc, nous, on dit des patients dans notre unité parce que ce ne sont pas des résidents. C'est censé être une unité d'hébergement temporaire. Le temporaire, on met ce qu'on veut derrière. Hein, ça peut être 10 ans, ma foi, pourquoi pas. Ça reste temporaire. Et donc, en fait, il y a toutes ces personnes qui ont des pathologies différentes, donc qui ont également des troubles différents, qui ont des vies différentes. C'est-à-dire qu'une personne qui a une maladie d'Alzheimer, là, je vous apprends rien. C'est une personne qui a eu une vie de famille, des parents, des enfants, un mari, enfin, qui a eu une vie. Alors qu'une personne qui a un syndrome de Korsakoff, c'est une personne qui s'est sans doute beaucoup alcoolisée au cours de sa vie, donc qui arrive à l'hôpital et qui est souvent en rupture familiale. Donc, c'est pas du tout le même accompagnement des aidants, ce sont des personnes qui socialement sont beaucoup plus isolées. Et en fait, nous, là, le but, c'était faire plus avec moins, donc faire plus de liens avec moins, puisque de toute façon, on est confiné, il n'y a pas d'aidants. Donc, on parle beaucoup de restaurer le lien quand on est aide-soignant, on aime bien les jolis mots comme ça. Donc, on dit créer du lien, restaurer du lien. Mais oui, parfois, c'était créer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les aidants. Il reste que nous, les soignants, il reste les soignants et les patients. Là, je suis en train de manger mes mots, hein. Je suis désolée, je vais me relire. Tac, ça c'est bon. Et en fait, il fallait conserver ce lien ou le créer tout en respectant un certain nombre de protocoles et de consignes qui nous arrivaient non pas tous les jours, mais toutes les heures. C'est-à-dire que parfois, en fait, les aidants avaient reçu les protocoles avant nous, donc c'était un petit peu gênant. Et donc, il faut d'un coup inventer une autre relation à la personne, puisqu'on nous dit mettez des masques, mettez du chat. Bon, on en met déjà, on est soignant, on n'est pas bête, merci. Mais on nous donne des tabliers, on nous explique qu'il y a tout un tas de choses différentes à faire. Et nous, on leur explique que oui, mais nous, ici, on a des masques, ok, mais on ne pourra pas ne pas les toucher. Parce que d'une part, on est dans un soin de proximité avec l'aide à la toilette, l'aide au repas et compagnie, mais de toute façon, même si on n'est pas dans le soin, on est dans une relation de proximité, parce que avec les personnes de ce service, la relation se construit comme ça, puisqu'il y a la perte du mot, il y a la perte de tout un tas de repères. Là, je vous apprends rien, vous êtes au taquet, mais en fait, nous, notre relation, elle est dans la proximité, elle est dans l'échange proche. Si une dame veut m'enlacer, je ne vais pas lui dire hop, Covid. Non, bah oui, elle veut m'enlacer, elle m'enlace et je l'enlace aussi. Donc, on a respecté par la force des choses tous les protocoles qu'on nous imposait. Et il y a des tas de choses où on a dit, bah là, on est désolé, mais nous, on va faire comme avant. Et puisqu'en plus, les aidants ne sont plus là, puisqu'ils sont évincés pour le moment, on va aussi créer un nouveau lien qui
va pas remplacer celui des dents, parce qu'on est soignant, on n'est pas aidant, on peut pas remplacer les liens affectifs qui existent. Mais d'un coup, il y a tout un tas de liens qui sont plus là. Il y a plus le kiné, il y a plus la psychomote, il y a plus l'animatrice, parce que toutes les professions qui sont un petit peu pas auxiliaires, mais qui sont pas purement soignantes, ont été évincées à ce moment-là. Et nous, d'un coup, on se retrouve avec le même nombre, mais on doit remplacer tout ça. Donc, on a, franchement, on est badass, quoi, parce qu'on a réussi, on a fait comme on a pu, mais on a inventé des nouveaux liens, on a créé des relations dont on ne soupçonnait pas qu'on était capable, et en fait, on s'est rendu compte que parfois, ce n'était pas forcément la technique qui nous manquait, c'était peut-être oser le faire, c'était peut-être se dire que de toute façon, là, on n'a plus le choix, on y va, et on va rentrer dans une nouvelle sorte de relation, et ma foi, tout va bien se passer, et ma foi, je crois que ça s'est bien passé. C'est une bonne démonstration de la conjugaison de l'humilité avec l'efficacité. Donc, on reprendra, bien sûr, ce que vous dites. On va passer la parole à Valéria Manera, qui travaille au CMRR dirigé jusqu'à présent, en tout cas par Philippe Robert, qui ne pouvant pas être là, il s'en excuse, nous a confié une de ses plus éminentes intervenantes en tant que chercheuse, mais pas chercheuse enfermée dans un laboratoire dont on se demande un peu un jour qu'est-ce qu'ils vont produire comme découverte, mais en tant que chercheuse largement ouverte vers le public, vers les populations qui ont besoin d'aide. Et c'est un peu de cette utilisation des nouvelles technologies, à ce que j'ai compris, à destination, et qui est en grand intérêt, une grande nouveauté dans cette période-là, que vous allez nous en parler. Merci. Merci beaucoup. En fait, voilà, moi je suis effectivement chercheuse. C'est un laboratoire de recherche de l'Université Côte d'Azur qui s'appelle COPTECH. En fait, c'est l'acronyme en anglais pour Cognition, Comportement, Technologie. Donc, si vous voulez, ce laboratoire est fait par des cliniciens, mais en même temps aussi pour des ingénieurs de l'INRIA à Sophia Antipolis, qui développent de nouvelles technologies. Et nous, on essaye de mettre ces nouvelles technologies, comme par exemple des petits jeux sur ordinateur, mais aussi des plateformes pour la télémédecine, au service vraiment de personnes âgées avec troubles cognitifs. Donc, si vous voulez, ça fait plusieurs années que le laboratoire est ouvert, qui travaille sur ces thématiques, et ça s'est avéré que pendant la crise sanitaire, on avait spécialement besoin de ce qu'on avait développé, parce qu'on avait déjà des choses prêtes qu'on pouvait exploiter. Donc, carrément, les nouvelles technologies, ce n'est pas l'idée du laboratoire de remplacer les cliniciens, de remplacer les contacts, pas du tout, mais de donner des instruments supplémentaires, en fait, pour, d'un côté, la prise en charge non pharmacologique, mais de l'autre côté aussi l'évaluation des patients, si possible, à distance. Et en particulier, je vais vous parler de cet aspect-là du distanciel, parce que c'est l'aspect qu'on a plus avancé et que ça s'est révélé plus utile des choses qu'on a développées au niveau des recherches. C'est-à-dire qu'on l'a utilisé pour deux volets. Un côté évaluation et un côté prise en charge. Si vous voulez, sur les côtés d'évaluation, ce n'est pas nouveau. On a plein de plateformes, plutôt des visioconférences, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément très adaptés pour faire, par exemple, des bilans neuropsychologiques. On sait bien que si on doit faire un petit appel de 5 minutes par téléphone ou par Zoom, ça peut marcher. Si on doit faire un bilan neuropsychologique, pour le moment, c'est très compliqué de le faire en Zoom. On ne peut pas montrer les images, on ne peut pas faire des choses. Et donc, des chercheurs, ça fait quelques années qu'ils développent un projet, en particulier en collaboration avec la métropole Nice-Côte d'Azur et la ville de Nice. Et l'objectif, c'était d'amener, en fait, des patients qui habitent plutôt dans les arrière-pays. Par exemple, là, on a une collaboration avec la ville de Digne-les-Bains, qui est à 3 heures d'ici. Amener dans ces endroits isolés qui ont du mal à accéder aux soins et à des spécialistes, dans tous les cas, des psychiatres, des neurologues, leur permettre en fait d'avoir accès à des bilans à distance. Donc, on a des chercheurs de chez nous, ils avaient créé cette interface spécifique dédiée au bilan à distance. Et d'un côté, ça a été fait avec vraiment à l'hôpital de Digne-les-Bains, où les gens se rendaient là-bas et ils pouvaient avoir un bilan à distance, mais avec des spécialistes. Et de l'autre côté, on faisait même avec une unité mobile qui était équipée en fait avec un système de visioconférence et d'autres choses aussi, qui s'est déplacée carrément devant la maison des seniors
avec des assistants de l'AMDER. Donc, il y avait là, c'était un vrai projet de recherche appliquée. Et la personne sortait de chez lui, faisait les bilans avec les médecins qui étaient sur Nice, et voilà, et c'était fini comme ça. Et on a bien remarqué que cet outil que nous, on avait envisagé en fait pour les arrière-pays pendant les confinements, on les utilisait même pour les personnes qui habitaient à côté de l'Institut Claude Pompidou, qui est pas loin d'ici, où on a les centres mémoire. Et ça a permis quand même de garder un peu les liens. Parce que, comme on disait avant, en fait, les services comme les centres mémoire, qui ne sont pas des services d'urgence, ont été carrément fermés pendant la pandémie. Mais même quand ça a repris, en fait, ils défavorisaient les consultations en présentiel parce que l'estimation, c'était que ça posait plus de risques que des avantages. Sauf que des personnes avec des bilans tous les 6 mois, qu'ils ont un suivi, parfois ils ont des chutes, etc., les accompagnants, ils étaient très inquiets du fait qu'ils n'avaient plus de bilan de tout, plus de suivi, plus de prise en charge. Et donc ça a permis quand même, avec des malfonctionnements aussi, parce que vous imaginez, pas tout le monde a à la maison la connexion Internet, l'ordinateur pour faire tout ça. Mais au moins une partie des patients, on n'a plus les suivre en fait. Les médecins n'ont plus les suivre grâce à ce type d'outils. Et après, les derniers exemples, c'était plutôt un exemple de prise en charge. Comment on fait de la recherche appliquée? Là, il y avait en particulier un projet qui s'appelle Arrêt Santé, en collaboration avec le CHU de Nice et la ville de Nice, pour en fait faire participer ces patients à des ateliers artistiques. C'était même pas des patients, c'était plutôt des seniors de la ville de Nice qui voulaient participer à des ateliers artistiques pour en fait améliorer le bien-être grâce à l'art. En fait, il y avait des artistes. Ça devait se passer au Mamac au début, mais voilà, encore une fois, crise sanitaire, tout a été arrêté, donc on avait 2 choix, rien faire ou essayer de passer en distanciel. Et c'est ça qui a été fait avec une grosse épreuve en fait de flexibilité de la part des artistes et des participants. Et ils sont arrivés à faire ces ateliers en distanciel ou encore mieux en modalité mixte. On avait des petits groupes qui venaient en fait physiquement avec l'artiste et une moitié du groupe qui restait chez eux connectés par des systèmes comme Zoom. Et je peux vous dire que ça n'a quand même pas très mal marché. C'est-à-dire que ça, encore une fois, tout le monde préférait quand c'était la journée où ils venaient physiquement à voir, mais ça a permis quand même de mettre en place dans tous les cas un atelier que sinon ça aurait été impossible. Donc, plusieurs personnes nous ont dit qu'il faudrait au moins en partie continuer avec ce type d'outils parce que ça permet, imaginez une personne qui est malade un jour, elle ne peut pas participer à l'atelier, elle a juste un rhume, mais elle ne peut pas se déplacer. Et voilà, elle peut quand même suivre un atelier sans perdre les liens en restant chez lui. Donc, je pense qu'il y a du positif dans ces cas-là. C'est important de dégager tout de suite ce qui est ces nouvelles technologies, dans ce qu'elles ne sont pas que palliatives, c'est pas que du quand même, c'est aussi, mais pourquoi pas à certains moments, et on le voit dans les relations de soins, une manière de pérenniser, d'optimiser les prises en charge par un couplage bien équilibré entre le présentiel et le distanciel. Je pense qu'on va pouvoir en reparler. Je voudrais passer la parole à Pascal Ferralis, qui travaille de longue date, dans le domaine de la santé mentale, de la prévention de la perte d'autonomie et des accompagnements qui justifient cette menace de perte d'autonomie. Il est certain que c'est tout à fait important de voir comment, dans une perspective positive, comment effectivement les instances collectives, notamment au niveau des territoires, des municipalités, on a bien tous ressenti, c'est pas pour rien que les politiques maintenant reprennent cette thématique d'une décentralisation des moyens d'action, parce qu'on a été quand même entre nous beaucoup plus rassurés par les discours au niveau régional et au niveau local que par les instances au niveau national. Et donc cette présence rassurante, elle nous est apportée, et là je crois, et on doit remercier tout le dynamisme de la municipalité à ce niveau-là. En tant que médecin, on était bien content d'avoir quelqu'un de la municipalité qui nous proposait des masques ou qui nous a
parlé de vaccins, parce qu'on était isolés, moyennant l'aide aussi du Conseil de l'Ordre, qui là est sorti un peu des fois de sa chaise un peu distanciée pour passer à l'action et dans un rôle de relais. Donc je voulais vous passer la parole pour présenter un petit peu, pas tout, mais une partie de l'essentiel de cette démarche. Merci. Merci. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis là pour représenter, je dirais, plus Monsieur le maire et l'action qui a été menée par les collectivités, c'est-à-dire la ville de Nice, par l'intermédiaire de son CCAS, qui était quand même la cheville ouvrière de ce que je vais vous expliquer, et la métropole, puisque on travaille en transversalité dans les 3 collectivités. C'est important. Il y avait déjà une notion donc de cette transversalité où il faut se serrer les coudes et tous ensemble. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui là c'est pas la soignante, donc c'est plus la représentante des collectivités et le rôle n'est pas tout à fait le même et effectivement tout ce qu'on a entendu aujourd'hui est très intéressant. Enfin aujourd'hui et hier parce que ça nous permet effectivement de réfléchir. La seule chose qui s'est passé en fin de compte, ça a été parce que monsieur le maire, il a la responsabilité de ses concitoyens, concitoyennes, concitoyens. On va englober tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu mettre plus ou moins, tout le monde a été mis sous cloche par mesure de protection parce qu'il y avait un risque sanitaire qui a amené un risque social avec l'isolement, qui a effectivement majoré la perte d'autonomie. Il y a même des situations qui ont été beaucoup plus dramatiques, puisqu'il y a quand même un bon nombre de personnes qui sont allées jusqu'au suicide et qui l'ont réalisé. Donc, je veux dire, c'était très compliqué. Alors, en pratique, qu'est-ce qui a été fait? Il a mis en place d'une plateforme téléphonique généraliste. C'est-à-dire que pour récupérer un petit peu tous les appels de tous les gens qui se posaient plein de questions, ils ne savaient pas, il y avait quelqu'un qui était là, un numéro pour pouvoir récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les appels que nous avons reçus pendant les 3 premiers mois du premier confinement correspondent à ce qu'on a l'habitude de recevoir en un an. Donc déjà, il a fallu les absorber. Pour ça, donc dans l'organisation, il a fallu réorganiser totalement les services parce que déjà, chacun restait chez soi. Donc, il a fallu quand même mettre en place du télétravail, même dans une grande collectivité comme la nôtre. C'est pas évident. Tout le monde n'a pas un ordinateur portable. Donc, les employés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé, comme ça a été dit dans certains exemples, leur téléphone personnel, leur propre ordinateur. Il y en a qui ont pris l'ordinateur du bureau et puis ils l'ont porté à la maison. Enfin, ça demandait vraiment il a fallu vraiment s'organiser. Et puis après, restait le problème des connexions. Je peux vous dire que les services informatiques, le SOS, il a fonctionné ne serait-ce que déjà pour les employés, pour pouvoir arriver à rester connectés. Et tout le monde s'est mobilisé. Je veux dire, autant les élus et que l'ensemble des employés, du personnel, les directeurs, tout le monde, on avait des listes de personnes et on téléphonait ou on essayait de leur répondre. Donc on a mis en place beaucoup de visites à domicile. Il y a même des gens, lorsqu'ils se déplaçaient, on leur disait par les fenêtres mais vous êtes fous, restez chez vous, faut pas sortir sans savoir. Donc tout le monde était quand même un peu affolé. Mais l'idée a été quand même d'aller auprès des personnes. J'ai entendu que tous les soignants, tout le monde a eu beaucoup de problèmes. On en a eu à Nice, mais c'est vrai qu'on a eu une chance inouïe, surtout pour tout ce qui était les intervenants, les professionnels libéraux. Le maire a mis en place un dispositif avec les ordres des médecins, des infirmières, des kinés, avec des associations d'aide à domicile. On passait une fois par semaine avec notre voiture dans le palais des expositions qui est juste derrière. On rentrait et on nous donnait notre petit paquet avec des masques, des fois des visières, du gel hydroalcoolique. Quand au début, c'était très compliqué parce qu'ils avaient récupéré un petit peu partout, comme chacun l'a fait à
à titre personnel. Là, ça a été fait de façon beaucoup plus générale pour l'ensemble des personnes qui intervenaient. Après, dans tous ces appels téléphoniques, eh ben, il y a eu l'émergence de personnes qui n'étaient pas connues auparavant, parce qu'au niveau du CCAS, on a la liste des personnes qui sont sur les répertoires canicules, des personnes donc dites fragiles, mais là, il y en a de nouveaux qui sont apparus. Alors, il y en a qui sont apparus par tous leurs appels, et puis quand après, on a fait aussi par l'intermédiaire des visites à domicile. Il faut savoir aussi qu'il y a on a noté une nette demande de nos services de livraison de repas à domicile. Les gens ne pouvant plus sortir, ne pouvant plus aller faire leurs courses. Donc ce service, sa capacité, il a fallu l'augmenter de 30% à peu près par rapport aux demandes qui ont été faites. Aujourd'hui, on continue à servir le même nombre de personnes. Pourquoi? Il va falloir qu'on y réfléchisse. Il y en a qui ont peur, ils ont eu quelque chose qui fonctionne et donc ils veulent le conserver. Et puis il y en a dû à l'isolement, à la perte d'autonomie, qui ne peuvent plus aller faire leurs courses. Donc du coup, ils ont encore besoin de ces services. Alors après, il y avait une autre problématique, c'était au niveau économique. Tous les agriculteurs, les maraîchers, tous ces gens-là, c'est pareil, ils étaient à l'arrêt. Donc, Monsieur le maire a mis en place la distribution des paniers de Monsieur le maire. C'est-à-dire que donc, des partenariats ont été noués. Alors, la cuisine centrale pour fournir tous ces repas, il a fallu les fabriquer. Après, je vous passe la distribution qui s'est faite avec on a eu recours à des associations, au service de la Poste, qui connaissait déjà les quartiers aussi, des personnes. Donc, tout ça, il a fallu le mettre en place. Il y a eu des grosses difficultés parce que par rapport aux appels, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils ont appelé une fois du portable, une fois de leur téléphone fixe, ils ont fait appeler leurs enfants, voilà. Donc du coup, des fois, on s'est retrouvés avec des fiches, c'était compliqué à faire parce que on avait 3-4 fois la même personne. Les adresses n'étaient pas toujours bonnes. Tout ça, ça paraît peut-être un peu idiot là comme ça, mais dans la pratique à réaliser, c'est pas facile. Donc les paniers du maire ont été réalisés aussi avec donc la ville a acheté auprès des maraîchers des produits pour faire les paniers et pour aller les offrir aux personnes et les leur porter. Donc on a fait donc aussi un partenariat avec le marché d'intérêt national. Donc c'est pour dire que tout le monde a un petit peu réfléchi. Après il y a eu aussi, parce que nous, par le biais du CCAS, on gère 4 EHPAD. Donc on s'est confronté à la même situation qu'un petit peu vous tous. Alors on a eu des générosités pour la communication. Un joueur de football de l'équipe de l'OGC Nice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a financé une tablette par résident. Alors après, il a fallu mettre en place les communications, mais enfin, ça représente quand même 250 tablettes. Il faut quand même le voir. Après, en revanche, on a mis en place dans les EHPAD des écrans géants pour essayer de faire que tout le monde puisse beaucoup plus participer. Puis c'est plus facile pour les personnes en difficulté avec des écrans géants et pour pouvoir réaliser des animations. On leur a mis à disposition des bornes musicales. On a organisé des animations en extérieur, c'est-à-dire qu'on essayait, dans la mesure du possible, ils allaient tous au balcon. Effectivement, il y avait l'orchestre philharmonique de la ville de Nice, enfin, toutes sortes de choses qui étaient possibles pour qu'ils puissent avoir une animation. Après, via notre accueil de jour, on s'est rendu compte que là, c'était compliqué. Il y avait eu une rupture totale de ceux qui allaient avant à l'accueil de jour. Les familles, tout le monde, on se rend compte qu'ils n'ont pas repris. Aujourd'hui, les nouveaux occupants sont c'est vraiment des nouveaux. On n'a plus les anciens où ils sont décédés ou malheureusement ils ne peuvent plus se déplacer. Je vais céder la parole, ne vous inquiétez pas. On sent tout l'enthousiasme de Pascal Ferralis dans toute cette série d'initiatives et c'est vrai qu'on partage
la satisfaction d'avoir beaucoup réalisé. La question, c'est peut-être un peu, on y viendra, au-delà de ce quoi qu'il en coûte et l'euphorie que ça a accompagné, les retombées un petit peu pour les mois, les années à venir de ce qui va être ces mesures auxquelles les citoyens se familiarisent, peut-être même en dehors d'une période de crise, et qui vont peut-être à leur manière revendiquer. Hein. C'est un peu toute la question là du bouclier par rapport à l'énergie. Bien sûr, on coupe les augmentations, mais si c'est pour les répercuter 6 mois après, mais ça sera après les présidentielles, donc ça sera tout un autre champ. Alors, en termes de chronologie, je voudrais passer maintenant la parole à Joël Ancry, qui est professeur émérite de santé publique, et qui a été, vous en avez certainement entendu parler, responsable de ce qu'on a appelé après les plans Alzheimer, ces formes de carnet de route, en quelque sorte, peut-être je vais dire moi-même. Oui, allez-y. Non, juste 2 secondes. Avant de commencer, je voulais remercier Emmanuel et Fabrice de m'avoir invité et de participer à ces... C'est toujours un grand plaisir de participer à ces universités d'été. J'étais il y a 10 ans à Aix, je me retrouve là aujourd'hui, le temps passe, et j'étais pas émérite, je le suis maintenant. Entre-temps, si vous voulez, j'ai eu comme fonction d'évaluer le plan Alzheimer 2008-2012. À partir de cette évaluation, on a fait le plan maladie neurodégénérative, et j'étais le vice-président de ce plan. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une feuille de route maladie neurodégénérative et j'en suis quelque part le responsable. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si vous voulez, moi ce sujet d'aujourd'hui, je le regarde vraiment avec un regard de santé publique, mais aussi d'un ancien clinicien, d'un responsable d'un service qui est tourné autour de la maladie d'Alzheimer. Et je le vois avec cette vision-là, peut-être plus globalisante, puisque j'étais pas au charbon dans les mois précédents, donc j'étais pas proche de toutes les difficultés, mais je crois qu'il est important aussi d'interroger un peu tout ce qu'on voit. Et puis concernant par exemple tous les progrès technologiques dans la prise en charge des Alzheimer, là aussi, je suis très à l'écoute. Hein. Je suis ici pour apprendre, et très à l'écoute de ce qui peut se passer. Alors des initiatives, il y en a eu plein en France. Il y en a eu plein, et je crois qu'il faut les saluer, bien sûr. Et il faut les saluer partout. Et c'est ça qui me semble intéressant. Et moi, je ne sais plus, je ne suis pas sociologue, mais il y a ce mot de solidarité invisible qui a été prononcé par certains sociologues. Et je pense que c'est un phénomène essentiel. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on a l'impression, ça a été dit hier, aujourd'hui, que tout doit, je crois que c'est Le Cause qui a parlé de ça, tout doit être dans un système juridique avec des décrets, des arrêtés, etc., qu'on ne peut pas faire s'il n'y a pas un article de la loi qui me dise que je dois le faire. Or, il y a plein de choses, heureusement, qui se font, mais qui ne se voient pas obligatoirement, et qui permettent de répondre aux besoins des gens. Et heureusement, parce que vous vous rendez compte, si on ne faisait que ce qui était dans la loi, quand on a un problème comme cette crise du Covid. Donc, moi, je salue toutes ces initiatives. C'est vrai qu'on a envie d'en faire le catalogue. Là, je me retourne vers Emmanuel et Fabrice. On a envie d'avoir un catalogue de toutes ces initiatives, de regarder un petit peu de façon un peu méthodique, et pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on pourrait vraiment tirer de ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pérenniser? Est-ce que quelque chose qui ne peut pas s'adapter ou qui est trop lié au côté local? Parce que un des avantages de ces initiatives, c'est qu'elles sont locales. Elles sont parties du local. Elles n'ont pas attendu le top-down. Elles sont parties du bottom-up. Elles ont essayé elles se sont nourries localement, essayer de répondre à des solutions, et c'est remonter. Et puis, certaines fois, on peut se dire, ça peut être généralisé ou pas généralisé. Donc, moi, je salue ces initiatives. Je salue la mobilisation professionnelle de tous les soignants. Je mets les médecins dans les soignants. Hein. Et de familles. Le travail des familles a été assez extraordinaire aussi. Bien sûr, on a tout ce qui s'est mal passé.
Bien sûr, il y a tout le problème de la mort en EHPAD pendant le Covid. Bien sûr, je ne nie pas tout ça. Mais il y a quand même quelque chose, il faut positiver un petit peu, et je pense qu'il y a eu une richesse qui en est sortie. Alors moi j'avais prévu, mais tu me donneras la parole quand tu voudras, mais c'était un petit peu d'interroger les choses. Moi j'avais prévu un petit peu d'interroger, c'est-à-dire, je voudrais interroger ce que nous a appris la crise. Est-ce qu'elle nous a appris quelque chose qu'on ne connaissait pas déjà ? Lorsque la crise a mis en lumière les EHPAD, est-ce qu'on ne savait pas la situation des EHPAD ? Est-ce que, je fais exprès, je provoque, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Est-ce qu'on ne pouvait pas s'y attendre ? On a l'impression qu'on a découvert ce monde des EHPAD, mais ce monde des EHPAD, c'était déjà problématique. Et alors moi, je prends le parallèle avec, vous savez, l'histoire du clochard qui cherche ses clés autour du lampadaire, parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas de lumière, et il faudrait un petit peu s'en occuper. Les personnes âgées en maison de retraite, en EHPAD, je vous rappelle qu'ils ne représentent que 5% de la population de 65 ans et plus. 95% de cette population vit à domicile. Alors, est-ce qu'on a parlé du domicile ? Est-ce qu'on a évoqué tous les problèmes qui sont passés, de ces solidarités invisibles qui ont pu apparaître au domicile pendant cette crise, pendant les différentes phases de confinement ? Pendant surtout la première phase qui a été très dure. Moi-même, j'ai eu du mal à ressortir. Mais je suis vieux. Donc il faut un petit peu interroger ces choses-là. Alors c'est vrai, tout à l'heure, vous parliez du politique. Moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes quand même du côté du politique. D'abord, on a eu une sorte de consensus national. Au début. Les partis se sont un petit peu tous dit, on est face à un problème compliqué. On est face à une pandémie et finalement, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, je ne sais plus, ça a été dit hier aussi, dans l'histoire de l'humanité, que les pays ont choisi la santé de la population devant l'économie. Et en particulier pour nos pays qui sont dits capitalistes. C'est quand même la première fois. Je ne connais pas, je vais essayer de m'intéresser à l'histoire, voire même à la philosophie des épidémies. Je regarde Fabrice, mais le problème, on ne retrouve pas d'équivalent. On retrouve toujours des équivalents sur la crise, sur les réactions des populations, sur les gens qui gueulent contre le roi parce qu'il veut les enfermer. Il veut les confiner. Donc on retrouve toute une série de choses comme ça, mais c'est la première fois qu'on a fait un choix de ce type. Et un choix collectif, et je crois qu'il faut le saluer. Alors, il y a un autre élément qui m'amuse aussi, c'est la première fois que les agences sont mis à bosser. Quand je dis les agences sanitaires, les HAS, ANSM, j'en fais partie, donc je peux le dire un truc, mais vous vous rendez compte qu'ils étaient capables de produire des évaluations en quelques jours ? Alors que d'habitude, c'est des semestres, voire des années. Donc ça veut dire que c'est possible, qu'on peut leur demander de nous faire le point de telle situation et qu'on puisse agir. Donc c'est quelque chose d'important et sur lequel c'est positif. La crise, elle a fait en sorte qu'on peut, à la schlag, faire avancer un petit peu nos agences sanitaires. Alors après, on en a trop, c'est un autre problème, ça c'est un autre débat, mais je pense qu'on en a un peu trop et que ça a entraîné des problèmes de contradiction entre les agences, mais c'est un autre problème. Mais ça veut dire que quand on met les choses, quand on veut, on peut. Et ça me semble important. Alors deuxième chose, moi je suis épidémiologiste, je suis santé publique et épidémiologiste, donc je suis émerveillé du nombre d'épidémiologistes qu'on a en France maintenant. Je crois qu'on a 67 millions d'épidémiologistes. À peu près 67 millions, ne serait-ce que de voir les débats à télé. Et en plus, le premier d'entre eux, c'est notre président. Notre président fait la littérature médicale et épidémiologique, il la connaît très bien, et d'après ce qu'on m'a dit, il est de très bonne qualité quand il cite un article, mais je veux dire que c'est merveilleux. Donc mes enfants, vous avez choisi d'autres spécialités médicales, il faut faire de l'épidémiologie. Donc il y a ça aussi, je voudrais interroger aussi dans le système médico-social, sanitaire et médico-social. Vous savez qu'on a un système très hospitalo-centré. Et le médico-social reste toujours quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu de parents pauvres, d'un endroit, aussi bien l'hôpital qu'ailleurs,
on n'a pas de marge de manœuvre parce que la gouvernance et le financement nous empêchent d'avoir des marges de manœuvre. Qu'est-ce que c'est finalement ces marges de manœuvre? C'est celles qui nous permettent, quand on a un coup dur, de pouvoir réagir. Quand on est complètement coincé, qu'est-ce qu'on peut faire? On éclate. C'est l'élastique qui ne peut même pas s'étirer, mais qui va éclater. Et c'est ce qu'on a vécu. Parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour pouvoir répondre à l'événement imprévu. Et donc de pouvoir permettre justement à notre système de bien réagir aux problèmes de santé de la population. Et puis, mon dernier point, mais je pourrais le développer, je voudrais revenir sur la notion de retex. Alors, vous savez, retex, c'est le grand mot à la mode de nos administratifs, c'est le retour d'expérience. Le retour d'expérience, c'est important, je ne suis pas le contraire, hein. Mais je voudrais qu'on le questionne aussi, le retour d'expérience. Alors, j'avais prévu de parler de quelqu'un, donc si tu me donneras la parole tout à l'heure, je ferai la citation d'un écrivain particulier qui est pendant la guerre de 40. Mais ce que je voudrais simplement dire que, pour un peu illustrer mon propos, à travers le retour d'expérience, c'est la fameuse histoire de... C'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Donc, pensez à ça. On peut, à partir de ce retour d'expérience, améliorer certaines choses, mais je crois qu'à un moment donné, il faut poser les choses radicalement et essayer de trouver des solutions face à nos problèmes, plutôt que d'essayer d'ajuster par des petites rustines telle et telle chose. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a un effort sociétal à faire, qu'il y a un effort de se mettre tous autour de la table pour pouvoir poser les bonnes questions, pour pouvoir trouver les bonnes réponses et essayer un peu, en gros, j'emploie un vocabulaire qui n'est pas le mien, changer un peu de paradigme. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, on va peut-être laisser la parole à tous les membres de la table ronde pour discuter un petit peu ensemble de ces différents aspects. Il y en a toute une série là qu'on a pu relever. Je ne sais pas qui peut commencer cette... Moi, j'ai une toute première question. Là, tu as dit là, à un moment, j'étais soignante et non pas aidante. Hein. Est-ce que dans cette situation, surtout pour une personne dénuée, démunie d'entourage qui arrive dans une institution, finalement, tous en tant que soignants, on n'est pas aussi un peu aidant? Ça ne cherche pas à être une querelle de mots, mais plutôt à savoir un petit peu le sens de cet accompagnement qu'on a trouvé, notamment dans cette période délicate qui, certainement, doit quand même, pour reprendre ce que disait M. Ancry, nous laisser plus que des notions d'aménagement temporaire ou de rustine, mais quelque chose qui nous permette de tirer quand même des conséquences raisonnables, mais bien réelles, de ce qui étaient des carences qui étaient manifestement bien antérieures à cette crise. En fait, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est très simple, mais il y a plein de points. Et hier, lors d'un forum, on parlait beaucoup des aidants, des soignants, et à un moment, on a prononcé le mot aimant. Parce que les aidants, ce sont ceux qui aiment les personnes, ceux qui leur sont proches. Moi, je suis aidante à d'autres titres, d'autres personnes de mon entourage. Dans le cadre de mon métier, je suis une soignante. Et ben là, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je vais le faire quand même. Là, je n'étais plus rien. C'est-à-dire que je ne pouvais plus prendre soin des personnes. Parce qu'en temps normal, nous sommes 2 soignants pour 14 résidents, ce qui peut paraître confortable par rapport à un EHPAD, mais on parle de 14 résidents qui ont des troubles comportementaux extrêmes. Et quand je dis extrême, c'est extrême, vraiment. Donc déjà, 2 pour 14, en temps normal, c'est du délire total, quoi. C'est affligeant qu'on puisse imposer ça aux gens. Et là, on était 2 pour 14, on a eu du renfort pendant le Covid, parce que nous, on a eu le Covid déjà tous en même temps, donc c'était super fun. Mais en plus, nous, on a été cluster sans le vouloir, puisque dans notre unité, ils ont eu aussi le Covid tous en même temps. Donc les soignants et les résidents en même temps, donc ambiance de folie. Et donc, on a eu du renfort qui arrivait très vite. Et puis après, ils ont guéri. La période renfort Covid a duré un certain temps. Puis après, on a dit, c'est bon, on ouvre les fentes, ils n'ont plus le Covid. Chaque soignant repart chez lui, dans son service habituel.
Sauf qu'en fait, ils ont eu le Covid, les gens. Donc, ils ont perdu la marche, ils ont perdu l'habitude de se nourrir. Il y a des tas de fonctions qu'ils ont perdues, qu'ils n'ont pas encore récupérées, qu'ils n'ont parfois même jamais récupérées, voire la vie, ils ne l'ont pas récupérée. Certains sont morts par la suite. Et nous, on est revenus dans notre état normal, dans notre effectif habituel et dans notre roulement habituel. Sauf que voilà, le Covid est passé par là et on a vu ce que ça donnait avec du renfort. Et là, on se retrouve dans la situation d'avant où on n'était déjà pas assez nombreux, où ça fait des années qu'on râle en disant on n'est pas assez nombreux, on s'en sort pas. Mais là, on s'en sort d'autant moins vu que les gens sont quand même très affaiblis. Et puis nous aussi, on a eu le Covid, donc nous aussi, on en a chié et on est moins. Je suis désolée, je suis hyper vulgaire. Nous aussi, on est moins en forme qu'auparavant. Donc là, je suis toujours soignante, mais est-ce que je prends encore soin des gens ? Je sais pas. Peut-être le questionnement d'un soignant, lorsqu'on n'a plus aucun moyen, qu'est-ce qu'on est encore, lorsque je disais Oedipe, lorsque je ne suis plus rien, que je deviens un homme, est-ce que c'est pas dans ce dénuement qu'on a trouvé, pour rester sur le versant positif, parce que bien sûr, ça n'a fait qu'amplifier ce qui était déjà les manques préexistants en termes de capacité de soins, mais est-ce qu'il n'y a pas eu là une espèce d'émulation et puis de différenciation de certains pour la fonction soignante, qu'ils n'avaient pas peut-être senti comme accessibles, auxquels ils ont pu justement, si vous voulez, vivre, intégrer, intérioriser au décours d'une expérience d'exception comme ça. Est-ce que c'est pas révélateur ? Si, on a quand même eu du positif, faut pas non plus voir tout noir. C'est-à-dire qu'on a eu sur la première vague, l'hôpital avait constitué une équipe de renforts soignants qui étaient tous prêts à bosser en unité Covid. Et puis on a eu du bol, on n'a pas eu d'unité Covid en première vague. Donc voilà. Donc deuxième vague, paf, l'UHR avec leur store Covid. Donc on fait appel aux soignants qui s'étaient portés volontaires. Sauf qu'en fait, les soignants... Ah ouais, mais c'est l'UHR qui est secteur Covid. Oula! Ah ouais, non seulement ils sont déments, mais en plus ils sont super vieux, quoi. Enfin, c'est pas... je suis désolée, mais l'UHR, c'est pas le service le plus glamour de l'établissement. Donc, il y avait peut-être un petit peu moins d'envie de venir. Donc, ils sont venus. Et au final, ils ont dit waouh, ouais, c'est dur. Ils sont très âgés et très déments, mais purée, l'équipe est hyper soudée. Purée, on avance ensemble. Purée, on est tous dedans. Et ça, c'était beau, par contre. Je pressens, de ce dont on peut s'inspirer dans une dynamique de soins, dans un service dont l'évolution n'a peut-être pas été aussi délétère qu'on a pu peut-être l'envisager. Je ne sais pas si vous avez à rebondir sur ces propos. Pour M. Harlet, j'ai entendu hier dans les nouvelles qu'un des effets, qui a été contemporain de l'année dernière, c'est la suppression de à peu près 6-7 000 lits, alors qu'on a longtemps envisagé qu'il serait nécessaire peut-être, pour qu'il n'y ait pas cette pression cruciale de la saturation des hôpitaux, mais tout simplement d'en créer de nouveaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas plus que vous, rien. J'ai lu ça hier sur une nouvelle qui était sur ma tablette ou mon ordinateur. On a l'impression que, encore une fois, c'est un peu la remarque que je faisais dans nos relations avec nos administrations et nos politiques, c'est qu'il y a des choses qui vont peut-être laisser des traces, mais d'un autre côté, on a l'impression qu'il y a une amnésie brutale et immédiate de la part de ceux qui sont censés apporter une réponse qui est, je suis d'accord qu'elle ne peut pas être que quantitative. Ouvrir des lits, c'est avoir du personnel. C'est avoir du personnel soignant, et à l'heure actuelle, on est incapable de recruter du personnel soignant. On a d'énormes difficultés en ce moment même à organiser des soins dans ce... On peut peut-être dire dans les conditions actuelles de vie professionnelle telles qu'on le leur propose. Et là, peut-être dans les feuilles de route, c'est bien ça, pour 2022 et 2024, est-ce que M. Ancret envisage effectivement de proposer ces arts, cela dont vous dites vous-même elles ne se réveillent que dans la crise. Est-ce qu'on peut essayer de les maintenir un peu éveillés et plus disponibles à l'égard des soignants ? Quand on dit les arts, c'est les ARS.
ARS. ARS, oui. Oui. Oui, tout à fait. Non. Juste pour cette feuille de route, elle est travaillée en particulier avec les ARS et on est en train de redynamiser complètement les ARS avec des références spécialisées sur les maladies neurodégénératives. Ça avait été perdu un petit peu depuis quelques années, mais ça c'est un point important. Je reviens, et je suis d'accord avec ce qui a été dit au niveau des lits, mais vous voyez, et ça a un coût. Il ne suffit pas de dire on va faire 10 000 lits en plus en France. Bah, s'ils sont vides ou s'ils coûtent très cher et qu'on ne pourra rien faire, et surtout s'il n'y a pas de personnel, ça ne sert à rien. Donc par contre, c'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure d'avoir des marges de manœuvre. C'est-à-dire de pouvoir avoir cette élasticité dans le système. Et il faut revenir au système. C'est-à-dire que notre système, il a montré ses limites, il a montré qu'il peut imploser. Mon fameux élastique, il a craqué. Donc il faut lui redonner de l'élasticité. C'est facile à dire, comme ça, devant tout le monde. Il suffit ça, j'en suis totalement conscient. Mais pour l'instant, personne n'a pris le taureau par les cornes en disant on va repenser les choses. Ça va faire bouger, donc ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais il va falloir quand même qu'on le fasse parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je voulais juste dire, oui, c'est pas bien grave. C'est juste quand on dit aujourd'hui qu'on a du mal par rapport aux soignants à en recruter, et on n'a pas, je veux dire, nous, il y en a beaucoup, je pense que ça s'est vu, autant dans les soignants que nous, dans les personnels chez nous. Cette problématique, elle a suscité des vocations, des changements de poste, des mutations. Donc, effectivement, on a perdu des soignants, mais nous, chez nous, alors c'est vrai que dans les collectivités, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on fait des mutations, comme on a un petit peu tous les métiers, donc c'est déjà plus facile. Au niveau du CCAS, on a réfléchi et on va dans la culture du aller vers. On n'attend plus les gens, voilà, on a créé un bus pour aller sur les territoires les plus reculés. On réfléchit sur l'EHPAD peut-être hors les murs. Et surtout, je pense qu'il est très important, c'est l'évolution du rôle du social. Tous les collègues qui sont venus travailler pour nous aider sur les plateformes ou tout ça, ils n'avaient pas l'habitude du social, ceux qui ne faisaient pas partie du CCAS. Et donc là, ils ont découvert une autre façon de voir les choses. Et donc, ils reconnaissent beaucoup plus l'importance de la proximité que peuvent apporter ces acteurs du social. Et ce qui, par contre, a été... Donc ça nous démontre que c'est une valeur ajoutée. Par contre, ils ont eu d'énormes problèmes parce qu'il a fallu réceptionner des appels et des demandes. Et eux, ils n'étaient pas préparés de par leur métier, puisque... C'était un informaticien, un administratif, et il a fallu leur apprendre et puis les protéger pour mettre de la distance entre leur propre vie et tout ce qu'ils recevaient. Parce que sinon, ça devenait très, très compliqué, parce qu'eux, ils n'avaient pas l'expérimentation des salariés du centre communal d'action sociale. Et donc ça, c'est important. Et on a noté la fracture du numérique, parce que tout ce que vous faites, c'est très beau, mais nous, au niveau de la société, la fracture du numérique. Donc, on a fait des conventionnements avec le CCAS, avec la CAF, avec des organismes, l'Institut de formation des travailleurs sociaux, pour former des personnes qui formeront au domicile le citoyen lambda à comment utiliser cette nouvelle technologie. Mais il faut passer par former celui qui va aller au domicile, le formateur. Donc, du travail, il y en a pour tout le monde. Je sais qu'on doit finir, mais si tu permets juste... la petite citation que je voulais citer tout à l'heure, toujours dans mon questionnement des retours d'expérience. Elle vient je vous la lis: en prétendant tirer les leçons du passé, on se prépare à penser en retard. C'est Marc Bloch, qui est un célèbre écrivain, soldat français, qui en 1940 a écrit L'étrange défaite sur les fêtes françaises. Et c'est quelque chose d'important parce que le retour d'expérience de l'époque, la guerre des tranchées de 14, on a fait la ligne Maginot, pendant que les Allemands faisaient les avions. Donc il faut faire attention. Donc vraiment, si je peux me permettre ce mot, parce que ce n'est pas à moi de conclure, ne pensons pas en retard.